Mais c'est quand même quelque chose qui est très fréquent. C'était un couple sur 6 que je lisais. L'infertilité. Oui. Environ 15% de toutes les grossesses vont virer en fausse couche. Puis ça ne veut pas dire que la patiente n'aura pas d'autres grossesses, puis ça ne veut pas dire que la patiente n'aura pas d'autres enfants. La fausse couche, ça fait partie de la vie. Ce qui est anormal, c'est accumuler plusieurs fausses couches. Tu reçois, j'imagine, des couples qui en ont vécu beaucoup, puis tu dois prendre ça en charge aussi, j'imagine, dans le processus un peu? Oui, mais ça c'est le beau côté de la chose parce qu'il n'y a personne qui est plus motivé qu'un parent qui veut devenir parent. Il y a certaines cliniques aux États-Unis qui vont vendre des tests complètement inutiles dans le sang à 5 000 $ et qui vont donner des traitements immunosuppresseurs à ces femmes-là sans suivi médical. Le fait que la médecine moderne existe fait en sorte qu'on est probablement plus infertile. Ouais. Donc, on est en train de corriger plein de problèmes médicaux dont les gens n'auraient pas survécu pour pouvoir se procréer. Aujourd'hui, on a l'honneur de rencontrer Dr Geneviève Genet, qui est une immunologiste et clinicienne, puis elle est surspécialisée en immunologie de la reproduction. Elle a fait sa médecine à l'Université de Montréal, ensuite sa résidence en médecine interne à l'Université Laval, pour ensuite se spécialiser en immunologie et allergie, puis est allée faire une surspécialisation qu'on appelle un fellowship à Toronto en fertilité pour combiner justement ses intérêts en immunologie et en fertilité. Donc, c'est vraiment une pionnière. Elle est la première à avoir créé une clinique en immunologie de la reproduction au Canada, puis maintenant, elle forme des médecins dans le domaine. Donc, c'est vraiment une pionnière, comme je l'ai dit, une spécialiste. Puis aujourd'hui, on va découvrir ensemble la fertilité en général, puis plus spécifiquement son domaine d'immunologie en reproduction. Bonjour Geneviève, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, on va parler de fertilité aujourd'hui, puis on va aller un petit peu dans les détails de comment ça fonctionne, parce que tu es notre première invitée sur le sujet. OK. Mais avant de commencer, je veux savoir pourquoi toi, tu as décidé de d'orienter ta pratique vers la fertilité. Plusieurs raisons. Je pense que dans la vie, on est poussé dans des chemins différents. Donc moi, quand j'étais résidente en médecine interne, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, le seul stage à option que je n'avais pas encore fait en médecine interne, c'était l'immunoallergie. Fait que j'ai décidé d'appliquer en immunologie-allergie sans avoir aucunement fait de stage. Fait que je me suis ramassée en immunoallergie avec un mentor qui s'appelle le Dr Phil Gold. C'est un des grands de l'immunologie de notre ère. Et puis, à un moment donné, on était en clinique. Et puis, c'est une clinique d'immunoallergie où est-ce qu'on voit de la rhinite allergique, des allergies au chat, de l'intolérance au gluten. Puis, il y a une patiente qui est venue avec 13 fausses couches. Puis je demande, on n'est pas une clinique de gynécologie, qu'est-ce que la patiente fait ici? Elle dit, inquiète pas, on va juste lui donner un traitement qui s'appelle les immunoglobulines intraveineuses, puis elle va l'avoir son bébé. Je fais comme, non, ça se peut pas. Comme de fait, on lui a donné des immunoglobulines intraveineuses, puis sa 14e grossesse était son bébé. Fait que moi, j'étais complètement accro. Puis en même temps, je venais d'une place où j'avais déjà fait 2-3 fausses couches à ce moment-là. Et puis, moi, ça m'affectait personnellement. Fait que, tu sais, avoir vu cette patiente-là, avoir fait 13 fausses couches, puis finalement tomber enceinte et avoir eu une naissance vivante avec sa 14e grossesse, je trouvais ça très intéressant. Donc, je me suis vraiment orientée là-dedans. Et puis, ça a piqué mon intérêt depuis ce temps-là. Parce que ce médecin-là, lui, il faisait de l'allergie en général, ouais. Mais il était connu. Comment il a découvert que ça pouvait fonctionner? Il a lu des articles. OK. Mais lui, il connaît tout, là. OK. Ouais. Puis lui, il n'était pas spécifiquement dans ce... OK. Non. Puis lui, ce qui l'a toujours passionné, c'est le fait qu'une femme est capable de tolérer son bébé pendant 9 mois de grossesse. Donc, le système immunitaire de la femme est capable de se remodeler et de tolérer quelque chose qui n'est pas à nous complètement pendant 9 mois de grossesse. Donc, je pense qu'il y avait toujours un petit intérêt côté immunologie de la reproduction. Oui, c'est ça. On va en parler plus, mais avant d'aller dans le détail, j'aimerais ça qu'on le démystifie pour les gens. Parce que la fertilité, c'est quelque chose de difficile. J'en vois aussi beaucoup des patientes dans mon bureau. Puis des patientes qui ont des fausses couches, c'est prenant émotionnellement, puis c'est difficile à vivre. Mais juste pour donner un sens, parce que la première chose à faire, c'est par exemple, si vous voyez un médecin puis que vous n'arrivez pas à avoir un enfant, mais il faut avoir attendu, normalement on dit 1 an d'essai avant d'être référé, par exemple, en clinique de fertilité.
Ouais. Puis, dans ce 1 an-là, on peut quand même avoir fait des bilans hormonaux et tout ça. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on parle justement, c'est quoi le processus pour un couple qui n'est pas capable, par exemple, de procréer pendant 1 an? Les premières étapes à faire, ce serait quoi? Bien, le diagnostic de l'infertilité va vraiment dépendre de l'âge de la femme. Donc, avant l'âge de 36 ans, habituellement, on dit 1 an d'essai à la maison, pas de grossesse. Ça, c'est le diagnostic de l'infertilité. Après 36 ans, habituellement, on dit 6 mois d'essai. Parce que plus l'âge maternel avance, moins de chances qu'on a de tomber enceinte. Donc, on veut vraiment lancer les investigations plus tôt que tard. Mais dans un couple plus jeune, après 1 an, on se fait référer en clinique de fertilité. Puis en clinique de fertilité, il y a un bilan à faire. Donc, premièrement, il faut être sûr que le bilan hormonal de la femme est normal, que sa réserve ovarienne, elle est belle, que son utérus est normal, qu'il n'y a pas de blocage dans les trompes. Il faut être sûr que le spermogramme de son conjoint est normal, donc il n'y a pas de problème au côté mâle. Et puis, tu sais, une fois les investigations lancées, si on trouve la cause, on traite la cause sous-jacente et puis les patients s'essayent à la maison. Mais sinon, on va en induction de l'ovulation. Donc, des fois, on peut donner des médicaments pour favoriser l'ovulation. Des fois, on peut faire de l'insémination. Donc, on prend le sperme du conjoint, on le met directement dans l'utérus. Si ça ne fonctionne pas, on va vers la fécondation in vitro. Donc, en gros, c'est pas mal ce à quoi on peut s'attendre. Donc, tu l'as nommé un peu en disant les tests qu'on fait, mais les causes majeures d'infertilité, ça serait, je sais qu'il y a beaucoup le génétique, mais ça, je pense que c'est surtout les fausses couches qui ont un lien avec les chromosomes. La génétique, c'est quand même assez rare comme cause d'infertilité. Dans le fond, pour la femme, il y a quand même plusieurs grosses causes. Oui. Fait que dans le fond, oui, on a hormonal, donc surtout la dysovulation, donc les patientes qui n'ovulent pas de façon régulière, syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, donc les troubles hormonaux. On peut avoir des blocages au niveau des trompes. Donc, on peut avoir les trompes bloquées, on peut avoir de l'inflammation au niveau des trompes qui s'appelle un hydrosalpinx. On dépiste ça avec un examen qui s'appelle l'hystérosalpingogramme. Donc, on va aller voir l'anatomie de l'utérus et des trompes. Puis les causes de ça, d'une obstruction au niveau des trompes, ce serait quoi surtout? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me demandent, par exemple, si j'ai déjà eu, par exemple, un IVG, est-ce que je suis plus à risque de faire des fausses couches? Ah non, OK. Pour un IVG, une interruption volontaire de grossesse, non, il n'y a pas plus de risque de faire de fausses couches, il n'y a pas plus de risque de faire de l'infertilité. Tu sais, mettons, une infection transmise sexuellement non traitée, oui, ça pourrait causer un blocage au niveau des trompes. On peut avoir un blocage congénital, donc on est né avec un blocage au niveau des trompes. On peut avoir de l'inflammation au niveau des trompes qui rétrécit le passage entre la trompe et l'utérus. Sans savoir la cause? Oui, exactement. Okay. Tu sais, côté utérus, on peut avoir des malformations congénitales de l'utérus. Donc, tu sais, les causes d'infertilité, il y en a quand même beaucoup, mais au bilan, on va trouver à peu près 50% de l'infertilité qui est causée par quelque chose. Le reste du 50%, on ne sait pas. Donc, par exemple, des fois, ça va être la glande thyroïde. Oui. Des fois, ça va être, comme vous l'avez dit, au niveau... La femme, elle n'a pas les taux d'estradiol, FSH, LH qui sont adéquats, qui font qu'elle n'ovule pas nécessairement. Oui, on peut avoir une réserve ovarienne basse, par exemple. Donc, on a des ovules, mais on a épuisé notre réserve ovarienne trop tôt. On n'ovule pas de la bonne qualité, par exemple. On peut avoir des problèmes vraiment au niveau des ovules, au niveau du sperme. Quoi d'autre? Oui, des problèmes hormonaux. On a définitivement le facteur mâle, donc quelqu'un qui ne produit pas assez de sperme, qui produit du sperme de mauvaise qualité. Donc, tout ça peuvent être des explications pour l'infertilité. Puis quand ça vient de l'homme, parce que je pense que longtemps, on a négligé aussi cet aspect-là, que ça pouvait venir, je ne sais pas les pourcentages exacts des causes qui viennent de l'homme, mais disons que c'est de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait pour aider, en fait, la fertilité si le problème est nouveau des spermatozoïdes? Je pense que la meilleure personne à qui parler, c'est un fertologue. Moi, je suis immunoallergologue, fait que je peux vous donner un survol. Mais s'il y a un problème mâle, on peut donner des vitamines, tu sais, dépendamment de c'est quoi le problème. Tu sais, l'homme, habituellement, va aller voir un urologue pour voir est-ce qu'il y a un blocage, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la spermatogénèse. Des fois, on donne des vitamines pour améliorer la qualité du sperme. Des fois,
il y a des varices, par exemple, qu'on peut aller régler en chirurgie. Mais habituellement, ça va être des inséminations, ça va être faire de la fécondation in vitro pour vraiment aller sélectionner le bon sperme et le mettre directement à l'intérieur de l'ovule. Donc ça peut contourner le facteur mâle. Mais pour ça, il faudrait peut-être inviter un vrai fertologue. Mais c'était juste pour avoir une idée un peu plus générale, parce que... Puis les femmes, une fois qu'elles sont référées justement en clinique de fertilité, on a parlé d'insémination, de fécondation in vitro. Est-ce que ça aussi, c'est par étapes, on essaye un à... Bien, dépendamment de la cause sous-jacente. Tu sais, s'il y a vraiment un gros facteur mâle, par exemple, c'est possible qu'on dise, ben on va directement en fécondation in vitro. Puis, tu sais, ça dépend aussi pour la couverture de la RAMQ. Habituellement, pour avoir accès à la fécondation in vitro, il faut avoir échoué plusieurs étapes avant. Donc, il faut avoir échoué au moins 3 inséminations. Donc, des fois, même si, encore une fois, il faudrait parler avec un fertologue, mais dépendamment du problème, on va habituellement proposer des inséminations. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, ben on va vers la fibre qui est couverte par la RAMQ. Mais souvent, les gens qui se rendent à toi, parce que c'est des femmes, des couples qui ont déjà essayé tout ça avant de se rendre à vous. Hein? Donc, combien de temps ils sont déjà dans le processus quand ils arrivent à vous, que vous faites référer les couples qui ont essayé plusieurs choses, plusieurs fécondations, puis ont après des années. OK. Oui. Donc, tu sais, peut-être avant ça, parler un petit peu du système immunitaire et puis de l'évolution de la chose, parce que dans le fond, pour se reproduire, il faut vraiment que le système immunitaire de la femme reconnaisse l'embryon, assimile l'embryon comme ça faisait partie de ses tissus et qu'elle puisse tolérer la grossesse jusqu'à la fin, donc pendant 9 mois. Donc, il faut vraiment que le système immunitaire soit capable de faire tout ça. Donc, pour qu'on soit capable de se reproduire, il faut absolument que le système immunitaire ait évolué beaucoup de mécanismes pour compenser quelque chose qui pourrait mal aller. Donc, c'est un petit peu comme, tu sais, quand on prend l'avion. On prend l'avion plusieurs milliers de fois par jour. Je suis sûre qu'il y a plusieurs milliers de vols par jour. Mais 1 fois par année, peut-être gros maximum 2 fois par année, il y a un avion qui s'écrase. Puis ça, c'est parce que les pilotes ont une série de checklists et puis l'avion est fait en sorte que si jamais il se passe quelque chose, il y a plein de mécanismes pour rattraper cette chose-là pour que l'avion reste dans l'air. C'est exactement la même chose avec le système immunitaire. Donc, c'est où qu'on a quelque chose de gros qui fait en sorte qu'on a une perte de tolérance tout de suite ou qu'il y a plusieurs mécanismes qui vont échouer pour produire cette tolérance-là. Donc, tu sais, l'infertilité immunologique, c'est plutôt un cas excessivement rare. C'est pas toutes les patientes qui vont avoir ça. Puis le problème, c'est qu'on n'a pas les outils en ce moment, en médecine en 2026, pour établir le diagnostic d'infertilité médié par le système immunitaire. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion, ce qui veut dire que le couple doit avoir fait pas mal de choses, doit avoir échoué pas mal de choses avant de se rendre à la consultation en immunofertilité. On n'a pas de test, en fait, pour identifier que cette femme-là, c'est la cause. Exactement. Exactement. Puis c'est ça qui est très, très frustrant. Oui. Parce que d'habitude, pour voir les patientes en clinique, on a au moins échoué 3 transferts d'embryons avec des embryons de belle qualité. Donc, ça veut dire que le couple, ça fait 1 an qu'ils sont infertiles. Ils ont déjà été investigués, donc peut-être 6 mois, 1 an plus tard. Ils ont déjà échoué leurs inséminations, peut-être 3 à 6 inséminations. Ils ont attendu pour être sur le programme RAMQ. Donc, la RAMQ va couvrir un cycle de fécondation in vitro si les patients sont éligibles ou peut-être même qu'ils viennent juste de débourser 15 000 $ pour une fibre. Il y en a beaucoup qui vont... Exactement. Puis, si les patientes ne sont pas avec la RAMQ, ça coûte 3 000 $ pour transférer un embryon. Donc, quand ils viennent à moi, c'est vraiment, ils ont échoué 3 transferts d'embryons au moins, des embryons de bonne qualité, avec un endomètre parfait, aucune cause pour expliquer l'infertilité ou qu'on a déjà corrigé toutes les causes d'infertilité. Donc, c'est vraiment des patients en bout de ligne qui viennent dans ma clinique. Puis tu as parlé, juste pour clarifier, de tolérance immunitaire. Oui. Est-ce qu'on peut le décrire un petit peu plus pour que les gens à la maison ils comprennent qu'est-ce que ça implique? Oui, OK, d'accord. Ben dans le fond, ton corps à toi, il y a un système immunitaire. Puis ton système immunitaire te protège contre plein de choses. Te protège contre des virus, des parasites, des bactéries, te protège contre des cellules tumorales. Donc, ton système immunitaire est vraiment là pour te reconnaître toi et rejeter tout ce qui ne te ressemble pas. Fait que, admettons, on prend toi et homme X, et puis vous voulez faire des enfants ensemble. Oublions les enfants pour 1 minute. Mettons, je prends son rein. Tu as besoin d'un rein. Je prends son rein, je le mets dans ton corps. Ton corps va le rejeter, ton système immunitaire va rejeter son rein, ça va prendre quelques minutes à peine.
Parce qu'encore une fois, le système immunitaire reconnaît tout ce qui ne t'appartient pas et le rejette d'emblée, sauf dans le contexte de l'utérus. Fait qu'au niveau de l'utérus a son propre système immunitaire. Donc, dans la couche superficielle de l'utérus qui s'appelle l'endomètre, à chaque cycle menstruel, on recrute des cellules du système immunitaire. Puis ces cellules du système immunitaire-là vont adopter des caractéristiques complètement différentes du reste du système immunitaire du corps. Et ces cellules-là sont vraiment là pour aider l'endomètre à bien fonctionner, reconnaître l'embryon, aider l'embryon à s'implanter, aider le système immunitaire local à tolérer l'embryon et ensuite faire des signaux au reste du système immunitaire pour dire « OK, on tolère cette chose-là qui vient de s'implanter ». Le système immunitaire, on n'en a pas juste besoin pour l'implantation, on en a besoin aussi pour toute la grossesse. Pour maintenir la grossesse. Il faut exactement. Donc, il y a un effet de tolérance systémique, donc de tolérance du reste du système qui s'installe envers justement cette chose qui pousse en nous. Et puis ça, c'est maintenu pendant 9 mois de grossesse. Donc, c'est quand même assez extraordinaire comme processus. Mais est-ce que, donc, si je comprends bien, dans les cas où est-ce que la cause est immunitaire pour les femmes qui ne sont pas capables d'avoir des enfants, ce serait un problème au niveau justement de cette tolérance-là. Le corps n'est pas capable de tolérer, puis il va éjecter, par exemple, l'embryon. Il faut quand même qu'on fasse la distinction entre fausse couche à répétition et échec d'implantation à répétition. Parce que, en fait, s'il y a un problème au niveau du système immunitaire, c'est pas juste un problème au niveau du système immunitaire. Donc, en tout début, pendant que l'embryon est en train de s'implanter, il faut que le système immunitaire soit suffisamment présent pour aider l'embryon à s'implanter et puis ensuite développer cette tolérance-là. Mais s'il n'y a pas de système immunitaire dans l'endomètre, donc la couche superficielle de l'utérus, l'embryon n'a pas d'aide pour s'implanter. L'embryon ne peut pas s'implanter tout seul. Il a vraiment besoin de savoir où aller s'accrocher, comment former son placenta. Puis c'est le système immunitaire qui va diriger ce processus-là. Donc, si on a un système immunitaire trop performant, on peut avoir un rejet de l'embryon, on peut avoir un rejet de la grossesse éventuelle, mais si le système immunitaire n'est pas suffisamment présent, on pourrait avoir un échec d'implantation parce que l'embryon n'a pas cette aide-là. On peut avoir une fausse couche parce que le système immunitaire n'est pas là pour aider l'embryon à savoir où aller s'implanter puis comment former son placenta. Fait que c'est pas aussi facile de dire que le système immunitaire rejette d'emblée la grossesse, rejette l'embryon. Il y a vraiment des remaniements immunologiques très complexes qu'on ne comprend pas encore, qui sont requis pour avoir une grossesse menée à terme. Puis, est-ce que c'est un peu dans ça que tes recherches s'orientent? Puis, ma question, c'est un peu, pourquoi, justement, en 2026, on n'est pas encore capable de savoir qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a énormément d'enjeux éthiques. Donc, par exemple, pendant qu'une patiente est dans son cycle menstruel, on peut faire des biopsies de l'endomètre pour voir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus, qu'est-ce qui se passe immunologiquement. Mais une fois que la patiente est enceinte, on ne peut pas faire de biopsie de l'endomètre. On ne peut pas aller chercher un morceau de l'endomètre parce qu'on peut risquer une fausse couche. Donc, éthiquement, on ne peut pas. Et puis, le seul autre moment qu'on est capable d'aller chercher du tissu, c'est si la patiente fait une fausse couche. Donc, si une patiente fait une fausse couche, on peut récolter le matériel de la fausse couche puis on peut l'analyser. Le problème, c'est que la fausse couche, c'est un événement immunologique. Donc, le système immunitaire va participer dans l'éjection de la grossesse. Fait que quand on prend les tissus de la biopsie, qu'est-ce qu'on récolte? Est-ce qu'on récolte vraiment le problème immunologique ou est-ce qu'on récolte la conséquence de? Donc, on a vraiment une espèce de boîte noire dans qu'est-ce qui se passe au niveau du système immunitaire de l'endomètre pour faire en sorte que la grossesse est acceptée localement. Puis l'autre chose, c'est qu'on n'a pas de marqueur sérique. Donc, on n'a pas de test qu'on est capable de doser dans le sang qui reflète ce qui se passe dans l'utérus parce que c'est deux systèmes immunitaires complètement différents. Donc, à ce jour, on n'a pas encore trouvé de cellules, on n'a pas encore trouvé d'anticorps, on n'a pas encore trouvé de marqueurs immunologiques qui puissent prédire, est-ce que c'est vraiment des fausses couches ou des échecs d'implantation ou de l'infertilité causée par le système immunitaire? Et 2, est-ce que cette personne-là va bien répondre à un traitement X? Donc, si on n'a pas de diagnostic, la seule chose qu'on peut faire, c'est penser au diagnostic une fois que la patiente ait échoué plusieurs lignes de traitement et qu'on n'a toujours pas d'explication pour ce qui se passe. Fait que c'est pour ça que c'est un long processus pour les patientes qui ont cette cause-là. Exactement. Et puis, l'autre chose, c'est que
L'échec immunologique à la reproduction, donc ça, c'est l'infertilité, les fausses couches à répétition, causé par le système immunitaire, ça va vraiment être un très faible pourcentage de personnes. Donc, c'est pas un diagnostic auquel on pense tout de suite. C'est madame qui tombe pas enceinte en 6 mois, c'est pas parce que son système immunitaire est en train de rejeter l'embryon. C'est vraiment un diagnostic qu'on va penser une fois qu'on a tout investigué, puis toutes les investigations sont négatives, puis on a une patiente en bonne santé qui répond toujours pas au traitement, qui est toujours pas enceinte ou qui fait des fausses couches à répétition. Puis si je reviens un peu en arrière, il y a une question qui m'est venue, si oui, éthiquement, on peut pas le faire quand la femme est enceinte. Est-ce qu'il y a des modèles animaux qui sont faits? Excellente question. Non, parce qu'on n'a pas le même mode de placentation que la souris. Un lapin ou une souris. Parce que dans le fond, la souris, ça tombe enceinte tout de suite. Ça a une portée de comme 15 petites souris. Et puis, la grossesse dure 20 jours. L'être humain, la grossesse va durer 9 mois. Donc, puisqu'on est des êtres plus complexes que la souris, on a besoin d'un placenta très performant. Donc, le placenta doit vraiment aller s'infiltrer dans l'utérus et on a un contact beaucoup plus étroit entre la grossesse, donc le bébé, et le système immunitaire maternel. Donc, nous, comparativement à la souris, on doit évoluer une tolérance immunologique beaucoup plus forte ou beaucoup plus complexe que la souris, par exemple. Donc, on n'a pas vraiment de modèles animaux. Peut-être qu'on pourrait aller chez le cochon ou chez le macaque, mais c'est des études très, très, très coûteuses. Et puis, on n'a pas nécessairement la preuve que ça va refléter ce qui se passe chez l'être humain. Donc, en résumé, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait ou qui vous oriente quand même dans votre domaine là, de... La réponse au traitement? C'est tout. Oui. Donc, si la patiente tombe enceinte et mène la grossesse à terme avec les traitements, on va dire, bon, ben c'était probablement un problème immunologique. Et puis, il y a vraiment nulle part dans le monde qui ont été capables d'avoir des prises de sang ou des marqueurs pour vraiment prédire le problème, pour diagnostiquer le problème ou savoir quel problème c'est et quel traitement donner. Donc, c'est la grosse problématique de l'immunofertilité, si on veut. Puis c'est quoi justement les traitements? On a parlé de l'immunoglobuline intraveineuse. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Donc, dépendamment si c'est des échecs d'implantation, des fausses couches à répétition. Les échecs d'implantation à répétition, nous, on a un test qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le Matrice Lab. Donc, c'est une biopsie de l'utérus. C'est une biopsie de l'endomètre, donc la couche superficielle de l'utérus dans laquelle s'implante l'embryon, qu'on envoie en France. Et puis en France, dans un laboratoire, ils sont capables de nous dire est-ce que le système immunitaire est plus actif, moins actif, et puis ils nous donnent une espèce de protocole pour optimiser les chances de grossesse. Puis des fois, ça peut impliquer, tu sais, si... C'est tout théorique, j'essaie d'expliquer les grandes lignes, mais si le système immunitaire est trop bas, donc le système immunitaire n'est pas suffisamment présent au niveau de l'endomètre, un des traitements, c'est de faire un scratching. Donc, on va traumatiser l'endomètre, on va faire une biopsie de l'endomètre pour aller causer du dommage à l'endomètre, augmenter la réponse inflammatoire, et ensuite, on transfère l'embryon sur le cycle d'après. Okay. Donc, ça peut très bien fonctionner. Et puis, dans des cas où le système immunitaire est trop actif, donc trop inflammatoire, à ce moment-là, on donne des médicaments comme la cortisone pour ralentir le système immunitaire. Mais tu sais, c'est de la médication qui a quand même des effets secondaires. C'est de la médication qui doit être commencée en tout début de cycle. Donc, c'est des patients qui sont exposés à cette médication-là pendant quelques mois. Et puis, on a du 55 % de taux de réussite avec ça, donc c'est pas parfait. Et puis, habituellement, pour les échecs d'implantation, si on a 1, 2, 3 échecs d'implantation avec le protocole Matrice Lab ou avec ce test-là, habituellement, là, on va aller vers les immunoglobulines intraveineuses. OK, fait que les immunoglobulines, c'est pas la première... C'est le traitement de dernier recours. Fait que les immunoglobulines intraveineuses, c'est un produit qui est dérivé du sang. Donc, déjà, c'est une denrée rare. C'est un produit qui est dérivé de plus de 10 000 donneurs pour faire un lot d'immunoglobulines. Oui, exactement. Donc, le coût, c'est couvert par la RAMQ pour certaines personnes qui ont des indications bien précises, mais le coût par gramme, c'est environ 100 à 300 $ par gramme. Puis nous, on donne en moyenne 40 à 45 grammes. Fait que ça peut facilement coûter 10 000, 15 000 $ par dose.
Donc, c'est vraiment des traitements qu'on essaie de réserver à des patientes pour qui on n'a vraiment aucune autre option, chez qui on a vraiment tout essayé. Et puis, les immunoglobulines intraveineuses, c'est un traitement qu'on utilise beaucoup pour plein d'autres patients, donc des patients immunosupprimés. Ah, c'est ça. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va en chimiothérapie. La chimiothérapie va anéantir le système immunitaire. Cette personne-là est très vulnérable aux infections. Donc, justement, en lui donnant des immunoglobulines, en lui donnant des anticorps de d'autres personnes, on lui donne une protection passive contre pas mal de microbes. C'est aussi un produit qui est utilisé beaucoup pour la maladie auto-immune. Donc, les patients chez qui le système immunitaire est en train de s'auto-attaquer, on peut donner des doses très, très fortes d'immunoglobulines intraveineuses pour calmer le système. Donc, c'est un traitement qui est utilisé dans beaucoup de sphères de médecine. C'est un traitement qui sauve la vie dans beaucoup de cas et pour qui on ne peut pas juste en donner. Non, c'est ça. Pour madame tout le monde qui vient en clinique. Puis c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, c'est juste l'accessibilité qui est difficile. Exactement. Mais en fait, c'est un produit qui est très sécuritaire en grossesse. Ouais, et oui, il y a des effets secondaires comme n'importe quel médicament, mais c'est surtout l'accessibilité et de rendre ça équitable pour tout le monde qui en a besoin. C'est toujours ça la question, souvent, le défi, en fait. Hein? Oui. Puis en résumé, c'est ça, ce que vous avez dit, c'est que les immunoglobulines, pour les gens à la maison, c'est vraiment des anticorps qui seraient sains qu'on injecte en grosse dose. Exactement. Pour que le système immunitaire puisse, devenir plus sain, ou comme si on parle de tolérance en grossesse là, immunitaire? Dans le fond, premièrement, les immunoglobulines ou les anticorps, donc ça fait partie du système de défense. Donc, le système immunitaire va produire plein de choses pour se défendre contre des virus, des bactéries. Donc, admettons, toi, par exemple, tu as la COVID. Ton système immunitaire va combattre la COVID, ça va être très symptomatique, mais ton système immunitaire ne veut pas revivre cette même chose-là. Fait que ton système immunitaire va laisser une trace, va laisser une mémoire de cette défense anti-COVID-là. Puis un des marqueurs, c'est justement les anticorps ou les immunoglobulines. Donc, les deux sont synonymes. Alors, si tu es réexposé à la COVID, ton système immunitaire va être capable de te défendre contre ce même virus-là de façon beaucoup plus efficace pour que toi, tu sois moins malade. C'est le même principe que la vaccination. Donc, je pense que tout le monde sait que les immunoglobulines vont agir comme défense du système. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les immunoglobulines ou les anticorps ne font pas juste ça dans la vie. Ils ne nous protègent pas juste contre virus, bactéries. Ils sont aussi là pour garder le système immunitaire au neutre. Donc, si je te donne un autre exemple, je peux t'attraper la COVID encore. Tu es très malade de ta COVID. Tu fais de la fièvre, tu es fatigué, il faut que tu ailles te coucher, tu as des courbatures. Ces symptômes-là, c'est pas la COVID qui te les donne, c'est ton système immunitaire. Fait que ton système immunitaire va produire plein d'inflammations. Et puis l'inflammation a pour but de te faire sentir mal. Tu te sens malade, tu vas aller te coucher. Tu as besoin de conserver ton énergie pour que le système immunitaire puisse se débarrasser du virus que tu es en train de combattre en ce moment. Fait que c'est pas le temps de courir un marathon. Mais à un moment donné, une fois que ton système immunitaire s'est débarrassé du virus, il faut que le système immunitaire se calme. Il faut qu'il arrête d'être aussi inflammatoire. Donc, un des mécanismes pour ralentir le système, c'est justement les anticorps. Ton système immunitaire va produire des anticorps contre des cellules, contre des facteurs inflammatoires, contre d'autres anticorps. Puis tranquillement, pas vite, comme un petit peu le frein d'une auto, ton système immunitaire va revenir au neutre. Donc, il va revenir à son homéostasie, à sa tolérance usuelle. Donc, il y a plus d'une vingtaine de mécanismes différents pour expliquer comment les immunoglobulines fonctionnent. Donc, oui, ça a pour effet de vraiment mettre le système immunitaire au neutre, de ralentir le système, de promouvoir la tolérance. C'est cette fonction-là qui est utilisée dans... C'est ce qu'on pense que ça fait. Parce qu'on n'est toujours pas capable de le savoir. On a plein d'hypothèses, mais il faut aller tester ces hypothèses-là. Donc, la recherche, c'est vraiment très important dans le domaine. Mais parlons-en parce que tu t'en fais beaucoup de la recherche, même que tu aimerais en faire plus, mais je pense que la clinique t'occupe beaucoup. Oui. Donc, il y a beaucoup de patientes qui viennent à toi pour ce problème-là. Puis, il te reste, je sais pas, je pense que tu disais qu'il y a un plus gros pourcentage que tu étais censé faire en recherche que finalement, tu n'as pas le choix de donner à la clinique, là. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais justement en recherche, tes projets principaux? Je te dirais, on a deux volets. Donc, on a le volet épidémiologique. Donc, puisque c'est des traitements assez nouveaux, on veut vraiment être sûr qu'on maintient nos taux de naissance vivantes et puis on veut vraiment être sûr surtout qu'on n'a pas d'effets secondaires. Donc, ce qu'on fait à chaque année, c'est qu'on publie les résultats de la clinique. Juste pour dire, avec ce traitement-là, on a eu tant de naissances. Avec ce traitement-là, on a eu tant de naissances. On essaie de les comparer pour éventuellement pouvoir faire une étude randomisée contrôlée.
où on prend 2 groupes, on donne un traitement à un groupe, un autre traitement à un autre groupe, puis on voit comment tout le monde évolue. Ça, c'est le gold standard, si on veut, pour définir si un traitement est bon ou pas. Mais le problème, c'est qu'en immunofertilité, c'est tellement une petite population que des fois, ça peut prendre des années pour faire ces études-là. Donc, juste pour te donner un exemple, on a une étude randomisée contrôlée en fausse couche à répétition pour les immunoglobulines. C'est une étude dans 14 centres différents au Japon. Ça leur a pris 6 ans pour recruter 100 patientes pour cette étude-là. Donc, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'argent. Donc, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de façon prospective et rétrospective, publier toutes nos données pour qu'on ait sensiblement une bonne base de données pour éventuellement pouvoir faire d'autres études. Fait que ça, c'est le volet plus épidémiologique. Et puis, l'autre volet, c'est plus science de base. Donc, comprendre vraiment ce qui se passe au moment de l'implantation. Donc, vu qu'on ne peut pas aller faire des biopsies de l'utérus pendant que la patiente est enceinte, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire des biopsies de l'utérus pendant que l'embryon devrait s'implanter. Donc, on prend des patientes qui ne sont pas en train d'essayer de tomber enceinte sur ce cycle-là. Et durant la fenêtre d'implantation, donc environ 7 à 10 jours après l'ovulation, on prend une biopsie de l'endomètre et on ramène ça au laboratoire. Puis, ce qu'on essaie de détailler, c'est entre les patientes fertiles puis entre les patientes infertiles, est-ce qu'il y a des différences au niveau des cellules du système immunitaire qui habitent dans l'endomètre à cette même période-là? Et puis, on a poussé la chose un petit peu plus loin. On a stratifié les patientes on a pris des patientes fertiles, puis on a pris des patientes infertiles qui répondent au traitement, puis des patientes infertiles qui ne répondent pas à nos traitements usuels. Et puis, on est vraiment en train de comparer les 3 groupes pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'utérus. Puis, une autre chose qu'on n'a pas encore faite, on va s'y rendre éventuellement, mais on a des prises de sang qui ont été faites exactement au même moment que la biopsie. Donc, éventuellement, si on trouve un marqueur dans l'endomètre, on va aller voir si on est capable de le détecter dans le sang. Vraiment pour dire, OK, si une patiente a ce marqueur sanguin ou si une patiente a ce marqueur dans l'utérus, mais elle a des problèmes immunologiques, puis elle va avoir besoin de traitement. Donc, notre idée, et puis ça serait la plus belle chose, donc mon but ultime de ma carrière, c'est qu'un couple arrive en clinique de fertilité. On fait tous les tests. On fait un test immunologique, soit une biopsie de l'endomètre, soit une prise de sang. Et puis là, on est capable de dire, là, il y a un marqueur quelconque. Il va falloir qu'on introduise un traitement d'immunosuppression, d'immunomodulation en amont. Il ne faudra pas qu'on attende qu'on échoue plusieurs échecs ou plusieurs transferts d'embryons ou qu'on fasse plusieurs fausses couches avant d'y penser. Oui, de mieux cibler les patientes. Exactement. Parce que je pense que les patientes qui arrivent justement à toi, c'est des gros défis, là, tu sais. Si tu perds un enfant, un autre, c'est vraiment prenant. Fait que si on peut les cibler avant, je pense que aussi pour toi, peut-être ça va être un peu moins lourd. Lourd, je veux dire, dans le sens, tu reçois, j'imagine, des couples qui en ont vécu beaucoup, puis tu dois tu dois prendre ça en charge aussi, j'imagine, dans le processus un peu. Oui, mais ça c'est le beau côté de la chose parce que il y a personne qui est plus motivé qu'un parent qui veut devenir parent. C'est des couples qui ont des bonnes habitudes de vie. C'est des couples qui connaissent leur historique. C'est des patientes qui vont être très compliantes au traitement, qui vont écouter, qui vont connaître leur dossier. Donc, c'est très motivant de travailler avec ces gens-là parce que on travaille en équipe. Et puis, quand ça va bien, ça va vraiment bien. Quand ça va pas, on est quand même là. Donc, tu sais, on peut vivre toute la gamme d'émotions avec ces patients-là. La plus grande joie quand on a le bébé, surtout quand les couples reviennent pour bébé numéro 2 avec le même protocole, mais on les accompagne aussi dans leur deuil. Parce que veut pas, c'est pas tout le monde qui va avoir leur bébé, c'est pas tout le monde qui va avoir leur grossesse. Il y a certains patients, certains couples qui n'auront jamais de grossesse, qui ne seront jamais capables d'avoir un enfant, qui vont devoir aller en adoption, qui vont devoir aller vers la mère porteuse. Donc, c'est tout un éventail de patients avec lesquels travailler. Et puis, l'autre chose, c'est que le volet psychologique de l'infertilité des fausses couches à répétition, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte assez. C'est encore tabou dans notre société. On n'en parle pas. C'est des couples qui se sentent vraiment tout seuls. T'sais, ils viennent en clinique et puis la première question que j'ai à chaque fois, c'est « Est-ce que vous avez déjà vu un cas comme moi? » Oui, absolument, vous êtes à la bonne place. Donc, tu sais, oui, c'est lourd, oui, c'est difficile, mais pour moi, c'est vraiment la chose la plus stimulante dans mon domaine.
Puis c'est quoi ton approche? Parce que justement, c'est drôle parce que c'est pas drôle du tout. Cette semaine, j'en ai une qui, justement, elle a eu son échographie, puis le cœur ne battait pas. Puis là, moi, je reçois l'échographie. Fait que t'annonces un deuil là, à la patiente. Fait que ce serait quoi pour toi la meilleure approche? Parce qu'il n'y a pas vraiment des bons mots pour... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça. Non, c'est écouter la patiente. On peut rien dire pour que la situation soit moins lourde. La chose qu'on peut faire, par exemple, c'est être sûr que la patiente est bien, qu'elle a du support autour d'elle, qu'il y a quelqu'un qui vient lui apporter à manger, qu'elle n'a pas trop de douleur, puis qu'elle a un suivi psychologique si elle en a besoin. Mais il n'y a aucun mot à dire. C'est juste accompagner la patiente. Si elle pleure, on lui donne un petit 15 minutes de plus. On lui donne un suivi. La majorité du temps, si, admettons, c'est une fausse couche, la majorité du temps, c'est un problème au niveau de l'embryon. Donc, l'utérus se débarrasse de la grossesse parce que la grossesse n'est pas viable. Donc, la majorité du temps, une fausse couche, c'est juste ça. Environ 15 % de toutes les grossesses vont virer en fausse couche. Puis ça ne veut pas dire que la patiente n'aura pas d'autres grossesses, puis ça ne veut pas dire que la patiente n'aura pas d'autres enfants. La fausse couche, ça fait partie de la vie. Ce qui est anormal, c'est accumuler plusieurs fausses couches. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui vient à sa première fausse couche, on l'accompagne, on la console, on l'écoute, mais la majorité du temps, prochaine grossesse, ça va super bien aller. OK, c'est 15 % des grossesses. 15 % des grossesses qui vont virer en fausse couche, dépendamment de l'âge maternel. Donc, le plus qu'on attend pour avoir nos enfants, le plus le risque de fausse couche est élevé. Donc, le risque d'une patiente de 25 ans, ça va être 10 % par grossesse. Le risque de fausse couche d'une patiente de 42 ans, ça peut être 40 à 50 % de fausse couche par grossesse. Donc, avec l'âge maternel, les ovules sont moins bons. Les embryons qu'on forme comme être humain vont être moins génétiquement normaux. Et puis, les grossesses vont être moins normales. Donc, avec l'âge maternel, on a moins de chances d'avoir une naissance suivante. Puis c'est après combien de fausses couches qu'on réfère? Parce que vous dites la première, souvent, on continue, puis on encourage la patiente, puis ça devrait aller la prochaine. Oui. Mais c'est après combien? 2 ou 3? On commence à investiguer à partir de 2. Et puis, à partir de 3, c'est là que les patientes sont référées dans ma clinique. Okay. C'est à partir de 3 fausses couches complètement inexpliquées, avec un bilan normal, un bilan de fausse couche normal, dans un couple en santé où il n'y a pas de changement au niveau des habitudes de vie à faire, habituellement, c'est là qu'ils viennent en clinique. Puis on a oublié de le dire au début, mais c'est quand même quelque chose qui est très fréquent. C'était un couple sur 6 que je lisais. L'infertilité. Oui. Fait que c'est un sujet qu'on n'entend pas tant parler que ça, mais qui est très présent. Exactement. En fait, c'est un couple sur 6 au Canada, pas mal la même chose aux États-Unis. Et puis, c'est 10 % des patientes en âge de procréer qui va avoir besoin d'aide médicale à procréer. Ah oui? C'est énorme. Et puis, ça fait qu'augmenter. Je pourrais éventuellement te partager les données, je les ai sur mon ordinateur, mais tu sais, on voit dans les études longitudinales, on voit que le taux d'infertilité femelle augmente de 0,39 % par année. Même chose du côté mâle. On est plus vieille quand on a notre première conception. Les mâles aussi. Donc, plus qu'on avance en âge parental, moins qu'on a de chances d'avoir nos enfants, d'avoir une grossesse normale, plus de temps que ça nous prend pour tomber enceinte. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est les habitudes de vie? Est-ce que c'est le tabagisme? Est-ce que c'est juste le fait qu'on a nos enfants plus tard? Mais l'infertilité va probablement augmenter. Puis on ne sait pas, parce que vous avez nommé plusieurs causes, j'imagine qu'il y a des études en cours par rapport à ça, mais on n'a pas mis le doigt sur pourquoi ça augmente autant. C'est probablement multifactoriel. Donc, tu sais, si on veut être vraiment puriste, le fait que la médecine moderne existe fait en sorte qu'on est probablement plus infertile. Donc, on est en train de corriger plein de problèmes médicaux dont les gens n'auraient pas survécu pour pouvoir se procréer. On est en train de faire de la fécondation in vitro. Donc, on est en train de rendre la fertilité à des gens qui n'auraient pas eu de l'infertilité. Donc, on a probablement plein de gènes nocifs à la reproduction
qu'on est en train de garder dans la population à cause de la médecine moderne. On a le taux d'obésité qui augmente, on a la pollution environnementale, on a le fait qu'on ne s'alimente pas comme on s'alimentait avant. On est plus vieille et vieux quand on pense avoir nos premiers enfants. Donc, je pense pas qu'il y a juste un facteur, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, l'infertilité, c'est quand même un sujet qui est très important et très d'actualité. Oui. Puis tu l'as bien nommé, là, toutes les causes que tu as nommées, c'est sûr que ça a un impact sur la fertilité des patients. Donc, je trouve que ça fait quand même un bon survol. J'avais une question par rapport à ce que tu disais qui est peut-être un peu plus touchée, là, mais c'est justement une femme qui va avoir une fausse couche. Dans mon cas, c'est que le cœur avait arrêté de battre. C'est quoi leur option à ce moment-là? Parce que le bébé est encore dans l'utérus. Fait qu'il y a soit on peut attendre. Est-ce qu'on sait un petit peu le temps que ça va prendre pour que la femme l'éjecte? Puis est-ce que il y en a qui vont... Je trouve que les patients, souvent, ils veulent juste accélérer le processus, soit qu'ils vont aller avec soit l'aspiration, la chirurgie. Il faudrait vraiment parler avec un gynécologue. Moi, je suis immunoallergologue. Oui, c'est ça. Mais oui, il y a une de trois options. Donc, soit qu'on attend que la nature fasse les choses, on peut toujours prendre un médicament qui nous fait avorter, ou on fait une procédure chirurgicale pour évacuer. Okay. Tu sais, c'est un choix qui est très personnel à chacune. Il y a certaines patientes qui vont vraiment vouloir évacuer la grossesse puis passer à autre chose tout de suite. Il y en a d'autres qui vont vouloir que ça se fasse de façon la plus naturelle possible. Donc, ça dépend vraiment du vécu de la patiente, ça dépend des valeurs de la patiente. Ça dépend aussi du travail, parce que faire une fausse couche, c'est pas toujours fait au bon moment. Donc, il faut prendre des journées off au travail. Je sais pas si on est médecin, avocat, peu importe. Céduler une dilatation curetage, c'est peut-être mieux que d'attendre la fausse couche. Donc, il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en considération. Exactement. Fait que c'est vraiment de s'adapter à la patiente, ses besoins. Oui, puis lui présenter les options. Puis, vous, qu'est-ce que vous voyez le plus, justement, là, vous dites, vous faites beaucoup de cliniques. Oui. Fait que qu'est-ce que vous aimez le plus de la clinique, justement, de qu'est-ce que vous faites? Puis, je pense que vous faites de la formation aussi à des médecins. En fait, l'ensemble de l'œuvre, là, j'aime tout ce que je fais. J'aime le mélange clinique, j'aime le mélange recherche, l'enseignement. Donc, tu sais, la clinique, on fait, oui, de l'infertilité, on fait des fausses couches à répétition, mais on voit aussi des patientes qui ont des problèmes durant la grossesse. Donc, des patientes qui font des grosses complications de grossesse. Donc, de la prééclampsie, des patientes qui a un problème avec le bébé. Donc, le placenta qui ne fournit pas, le bébé qui est petit. Des fois, il y a des patientes qui vont faire des mortes-naissances plus tard, donc dans le 2e et 3e trimestre. Et puis, à ce moment-là, aux analyses du placenta, on est capable de trouver certains facteurs immunologiques qu'on peut corriger pour une prochaine grossesse. On voit des patientes avec des maladies auto-immunes. Quoi faire au niveau de la médication pour favoriser une grossesse normale. Donc, on voit quand même plus que juste l'infertilité ou des fausses couches à répétition. Vous suivez les femmes tout au long de la grossesse? Dépendamment. Tu sais, si c'est une patiente qui est infertile, qui vient me voir, on fait un traitement, tombe enceinte, tout va bien, elle a fait son 12 semaines de grossesse, je lui dis, on se voit la prochaine fois. Rappelez-moi quand vous voulez tomber enceinte une 2e fois. Même chose avec une patiente qui fait des fausses couches à répétition. Habituellement, je les suis jusqu'à temps que ça va bien, t'as 12 semaines, tout est correct. Et puis à ce moment-là, ils ont leur congé pour cette grossesse-là, ils reviennent me voir après. Mais pour une patiente qui a une maladie auto-immune ou une patiente qui a perdu des bébés plus tard dans la grossesse ou qui a fait des grosses complications et chez qui on donne plusieurs traitements, on va les suivre durant toute la grossesse et dans le postpartum aussi. Puis vous donnez aussi des traitements parfois en cours de grossesse? Oui. OK. Oui, dépendamment de la situation. Dans quel cas, par exemple? Le système immunitaire, il peut lâcher à n'importe quel moment durant la grossesse. Donc, que ce soit au moment de l'implantation, que ce soit durant le 1er trimestre, que ce soit durant le 2e trimestre, 3e trimestre, on a besoin de contrôler le système immunitaire des fois pendant toute la grossesse. Donc, dépendamment du moment que la patiente perd ses bébés ou dépendamment du moment que la patiente fait ses complications de grossesse, il faut la traiter plus longtemps.
Donc, tu sais, les protocoles de traitement sont très adaptés à la patiente, donc c'est impossible à discuter dans une heure de conversation. Vous faites beaucoup de méthodes personnalisées, c'est ce que je comprends. On n'a pas le choix, oui, exactement. Donc, il faut vraiment s'adapter à la patiente, à l'état médical de la patiente, parce qu'il y a certains de nos médicaments qui sont contre-indiqués, par exemple. Donc, tu sais, une patiente qui fait de l'embonpoint ou qui a du diabète, on ne peut pas leur donner la prédnisone, donc le médicament qu'on parlait tantôt. Donc, il faut trouver d'autres médications pour que cette patiente-là puisse mener sa grossesse à terme. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que je lisais, par exemple, sur les intralipides, ça, je ne m'y connais pas, ou il y en avait un autre aussi que j'avais lu qui pouvait aider à atténuer ou à aider à la tolérance. Oui, donc on utilise de l'hydroxychloroquine. C'est un antimalarien, ou le Plaquenil. C'est un antimalarien qui est sur le marché depuis très, très, très longtemps, qu'on utilise énormément pour les patientes avec des maladies auto-immunes, par exemple. Puis ce qu'on a réalisé par la bande, c'est que les patientes avec des maladies auto-immunes qui étaient traitées avec le Plaquenil avaient moins de fausses couches. Fait que là, on a commencé à l'utiliser pour des patientes ayant des fausses couches à répétition. Et puis, pour l'instant, ça va bien. On a des beaux taux de grossesse, on a des beaux taux de naissance vivante. Des fois, on l'utilise en traitement de combinaison pour réduire la dose totale de prédnisone, par exemple, que les patientes doivent prendre. Les intralipides, on les utilise moins ici au Québec. Il n'y a pas vraiment de littérature qui va dans le sens que ça pourrait potentiellement aider pour une grossesse. Okay. Mais ce qui s'en vient, par exemple, c'est qu'il y a certains médicaments anti-rejet qui sont utilisés pour la transplantation d'organes solides. Donc, on se demande si ces médicaments-là ne pourraient pas être utilisés pour prévenir les fausses couches à répétition. Fait il y a plein de choses qui s'en viennent. On est vraiment au tout début de la spécialité médicale. Et puis, c'est ça qui rend la chose intéressante parce qu'on est en train de créer l'évidence pendant qu'on avance. Et puis, on est en train d'enseigner l'immunologie de la reproduction à la prochaine génération. Donc, non, c'est quand même très passionnant comme Oui, parce que toi, en fait, tu es la première clinique au Canada en immunologie de la reproduction. Oui. Puis, comment ça avance par rapport à... Est-ce que, par exemple, quelqu'un voudrait faire un fellow avec toi? Est-ce que c'est possible? Y en a-t-il qui se forment tranquillement ailleurs au Canada? Ou? Oui, on a un programme de fellowship, mais encore une fois, c'est très difficile de trouver la combinaison exacte de résidents. Donc, il faut être intéressé en immunoallergie, avoir un background en obstétrique gynéco et vouloir... Les mettre ensemble. Les mettre ensemble, exactement. Donc, tu sais, on a peut-être 5 applicants par année pour le programme de fellowship. Okay. On en forme seulement 1 par année parce que je ne suis qu'une personne. Et puis, au Québec, on a formé une autre personne qui s'appelle Dr Boivin qui pratique maintenant à Québec. Donc, on est 2 en ce moment. Et puis, l'année prochaine, il y a une fellow de l'Ontario qui va venir pour son année de fellowship. Donc, on va avoir un petit peu de relève dans les autres provinces. Mais j'imagine parce que si la demande est là pour un peu pouvoir fournir, puis parce que est-ce qu'il y a des femmes qui sont refusées à cause qu'il manque de place, parce qu'il manque de médecins? Il n'y a pas de patientes qui sont refusées. Il y a des patientes pour lesquelles, parce que dans le fond, on fait un tri des consultations. Pardon. Si on voit que les embryons sont pas de bonne qualité ou que la patiente a un autre facteur qui conduit à ses échecs, on n'acceptera pas la consultation. Ou si la patiente n'a pas eu 2 échecs ou 3 échecs de transfert, n'a pas eu 3 fausses couches, on peut pas voir tout le monde. On essaie vraiment de se concentrer sur les patientes chez qui on a le plus d'impact. Puis malheureusement, si on regarde toutes les études qu'on a faites à date, le seul facteur prédictif de réponse au traitement, c'est les patientes qui ont eu plus d'échecs d'implantation, plus de fausses couches. Donc, tu sais, une patiente qui a eu 2 fausses couches versus une patiente qui a eu 7 fausses couches, la patiente qui a eu 7 fausses couches a plus de chances de bénéficier du traitement. Justement, probablement parce qu'on présélectionne les patientes qui ont vraiment un problème au niveau du système immunitaire. C'est un petit peu comme le dépistage du cholestérol. Donc, si on dépiste, je sais pas, 100 personnes dans la rue puis qu'on trouve que 5 personnes ont du cholestérol élevé, et puis on traite seulement les 5 personnes avec le cholestérol élevé, on va prévenir, je sais pas, un infarctus du myocarde. Mais si on prend ces 100 mêmes personnes-là et qu'on donne le traitement à tout le monde, on ne va pas prévenir l'infarctus du myocarde chez tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui est prédisposé de la même façon. Donc, la seule façon que nous, on est capable de présélectionner les patientes, c'est sur l'historique clinique. Et puis, c'est vraiment les patientes qui ont accumulé plus d'échecs qui bénéficient plus du traitement. Oui, c'est votre seul facteur que vous avez. Oui. Donc, il faut faire plus de recherches. Il faut continuer à faire ce qu'on fait.
Puis, justement, qu'est-ce qui te motive pour le futur? Est-ce que tu vois, justement, un test diagnostique arriver? On en a parlé un petit peu, là. Mais qu'est-ce que tu entrevois pour le futur dans ton domaine? C'est vraiment de pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau du système immunitaire. Et puis, tu sais, si on n'est pas capable d'expliquer ce qui se passe au niveau du système immunitaire, on ne sera jamais capable de trouver un traitement efficace, puis on ne sera jamais capable de mettre des patientes dans des boîtes pour dire « voici votre problème, voici ce que vous avez de besoin ». Donc, moi, mon espoir pour au moins les 10 prochaines années, c'est justement qu'on puisse faire quelque chose qui s'appelle un phénotypage. Donc, qu'on puisse mettre des patientes dans des boîtes et dire « voici votre problème. Vous, je sais pas, c'est la cellule NK. Vous, c'est le lymphocyte T. Vous, le problème, c'est le macrophage. » Vous, tu sais, quelque chose comme ça. Qu'on soit capable de dire « ben voici votre problème. Voici la meilleure façon de traiter votre problème. » Et puis, réduire l'essai-erreur qu'on fait en clinique. Parce que quand une patiente vient nous voir, on a nos protocoles. On a nos protocoles qu'on a publiés. On a les protocoles qui sont les plus efficaces pour la situation de la patiente. Donc, ça, c'est des traitements médicaux, oui, personnalisés, mais pas tant que ça. Donc, tu sais, si on est vraiment capable de trouver le problème, le bobo, on est capable de mieux régler le bobo après. Donc, j'espère qu'on s'en va dans ce sens-là. Est-ce que tu as l'impression que c'est réaliste quand même? Oui, absolument. OK, fait que c'est motivant. C'est très motivant. En fait, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est une espèce de... c'est difficile à expliquer, mais on fait quelque chose qui s'appelle du séquençage d'ARN sur cellules uniques. Donc, on est vraiment capable d'aller voir un tout petit nombre de cellules. C'est quoi l'état d'activation de ces cellules-là? Est-ce qu'il y a plus d'un type de cellule, moins d'un autre type de cellule? Est-ce que ces cellules-là sont activées? Donc, on est vraiment capable d'avoir un tableau de ce qui se passe au niveau de l'endomètre pendant que l'embryon devrait s'implanter. Donc, avec ces données-là, à ce moment-là, on va pouvoir deviner qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de l'endomètre, surtout chez les patientes qui bénéficient du traitement, mais comparativement aussi aux patientes qui ne bénéficient pas du traitement. Donc, tu sais, je te dirais, dans les 5 à 10 prochaines années, ça va être possible de dire à une patiente, bien, toi, tu as un profil X, oui, tu vas bénéficier de traitement. Puis dire aussi à une patiente Y, bien, toi, non, il se passe vraiment rien au niveau de ton système immunitaire est normal. Donc, forcément, il y a quelque chose d'autre qui cause ton infertilité. Donc, tu sais, je pense que ça va être réaliste dans les 5-10 prochaines années. La science avance très, très, très rapidement. La technologie avance très rapidement. Donc, on est vraiment capable de détailler à la cellule près ce qui se passe au niveau du système immunitaire. Ça, c'est vraiment motivant. Mais on espère qu'on va se rendre là pour pouvoir justement aider plus de femmes et surtout, comme vous dites, mieux les orienter. Je pense que c'est surtout ça. Exact. Ouais. Puis je pense pour le podcast aujourd'hui, ce que je voulais... Parce que plusieurs médecins n'ont aucune idée que votre spécialité existe aussi, là. Fait que c'est aussi de considérer ça aussi quand on est des patientes. Mais je pense que c'est plus dans la clinique de fertilité qui... Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont très appréhensifs avec raison. Parce que le problème, c'est que n'importe qui peut dire « je suis immunologue de la reproduction ». Il y a plein de cliniques aux États-Unis, justement, qui vont recevoir des femmes infertiles qui ont rien essayé, qui vont faire des bilans très coûteux. Donc, certaines cliniques aux États-Unis qui vont vendre des tests complètement inutiles dans le sang à 5 000 $ et qui vont donner des traitements immunosuppresseurs à ces femmes-là sans suivi médical. Donc, je pense que le corps médical ici au Québec puis au Canada, on est très bien formé. Donc, quand on voit une patiente arriver d'une de ces cliniques-là ou quand on voit un médecin qui prescrit une batterie de tests ou une batterie de traitements à une patiente, on est très sceptique avec raison. Donc, tu sais, il y a des traitements qui peuvent être dangereux pour les patientes. Les patientes peuvent avoir des gros effets secondaires. On peut faire du tort à des patientes en donnant des traitements non indiqués. Donc, encore une fois, je pense que c'est très bien d'avoir ce niveau de scepticisme-là par rapport à cette nouvelle entité médicale qui est l'immunofertilité. Et je pense que mon devoir, éventuellement, ça va vraiment être de prouver que oui, il y a certaines choses qui fonctionnent, qu'on est capable de donner des traitements de façon sécuritaire et qu'on a des bons outcomes. Donc, on a des naissances vivantes avec des bébés sans problèmes médicaux. Donc, tu sais, bon, je pense que c'est là-dedans qu'on se trouve aussi. Et je pense que ton rôle, c'est aussi, comme tu viens de le faire, de dire, OK, oui, ça, je sais que ça fonctionne, mais tout ce qui est annoncé à faites attention parce que c'est pas prouvé. Oui, puis les patientes sont très vulnérables. Donc, tu sais, si on dit à un couple infertile, ah, ben, je vais te faire des tests à 5 000 $, mais inquiète-toi pas, je vais trouver ton diagnostic, puis on va te trouver la médication qu'il te faut. Tu sais, c'est pas vrai. Tu sais, on dit à un couple infertile, ah, ben, je vais te faire des tests à 5 000 $, mais inquiète-toi pas, je vais trouver ton diagnostic, puis on va te trouver la médication qu'il te faut. Tu sais,
N'importe qui va embarquer. Puis les patientes infertiles, les patientes avec des fausses couches à répétition, ils vont se ruiner financièrement pour avoir leur bébé. Donc, tu sais, il y a certaines cliniques qui vont justement, peut-être pas pour mal faire, mais qui vont justement embarquer dans cette vulnérabilité-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on agisse comme barrière à ce que les patientes aient des traitements comme ça. Donc, par exemple, une patiente qui est juste infertile, on ne doit pas l'immunosupprimer pour un transfert d'embryon. Une patiente qui a fait une fausse couche, on ne veut pas l'immunosupprimer pour sa prochaine grossesse. Donc, une bonne partie de mon travail, c'est de dire au couple, vous n'avez rien. Continuez à faire ce que vous faites, vous allez tomber enceinte, ne vous inquiétez pas. Donc, tu sais, c'est aussi de dire non à certaines personnes. Dire que les traitements et les investigations ne seront pas indiqués dans votre cas. Puis ça, c'est encore plus difficile que de dire, oui, pas de problème, on va vous investiguer puis vous donner un traitement. Oui. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est aussi intéressant. Oui, vraiment. Puis de faire attention parce qu'il y a tellement de choses, comme vous dites là, qui se vendent, qui est en ligne, puis il peut y avoir de l'information, puis t'es sûr que ça fonctionne, puis tu y vas avec ça quand c'est pas nécessairement prouvé. Ça va pas nécessairement les aider. Exactement. Puis ça peut même leur causer du tort. Oui, c'est ça. Il y en a des cas de gens qui ont eu... Parce qu'on a parlé beaucoup, des effets secondaires, ça serait quoi? Ou quand on dit de causer du tort, ça serait quoi les implications? Bien, juste si on prend l'exemple, mettons, je sais pas, puis j'en ai vu beaucoup dans ma clinique, quand les patientes vont aux États-Unis ou vont dans des cliniques comme ça, et puis qu'on leur donne de la grosse médication pour supprimer le système immunitaire. Justement, j'ai une patiente la semaine passée, elle a eu... plusieurs médicaments pour supprimer le système immunitaire pour chacun de ses transferts d'embryons. Sans avoir besoin de ça, sans avoir eu de fausse couche à répétition, sans avoir eu d'échec d'implantation à répétition. Puis la seule chose que j'ai faite, c'est que je lui ai dit, bon, on transfère l'embryon sans ces médicaments-là. On donne juste un petit peu de progestérone, that's it, that's all, puis elle est tombée enceinte. Après, je pense qu'elle a fait 5 transferts d'embryon, pas de grossesse. La seule chose que moi j'ai faite, c'est enlever sa médication. Donc, toute cette médication-là, probablement, faisait en sorte qu'on l'immunosupprimait trop et que la réponse inflammatoire normale ne pouvait pas se faire. Donc, le système immunitaire ne reconnaissait pas l'embryon puis n'aidait pas l'embryon à s'implanter. Donc, tu sais, elle a quand même passé au travers de 3 cycles de FIV. Donc, 3 cycles où est-ce qu'on est allé lui ponctionner des ovules, où est-ce qu'on a créé des embryons. 15 000 $ par cycle, c'est 45 000 $. Donc, cette patiente-là a eu plusieurs échecs de transfert d'embryon avec des protocoles, puis probablement que cette médication-là lui a coûté très cher aussi. Donc, tu sais, il y a le volet financier, il y a aussi le volet psychologique. Elle a eu, tu sais, des fausses couches très précoces, elle a eu des échecs d'implantation, tu sais, en lui donnant des médicaments qui n'étaient pas indiqués. Donc, ça, c'est situation numéro 1. Situation numéro 2, ces médicaments-là ont des effets secondaires. Donc, la prénisone, comme on discutait tantôt, c'est de la cortisone. Ça peut causer du diabète, ça peut causer des ulcères d'estomac, ça peut causer des sautes d'humeur, de la dépression, de l'anxiété, ça peut causer de la manie. Quoi d'autre? Mais ça fait monter la pression? Ça fait monter la pression. Est-ce que ça augmente le risque de prééclampsie? Ou? Moi, je pense que oui, même si les études qu'on a à date disent que non. Okay. Moi, je vous dirais que dans ma cohorte, toutes les patientes qui ont eu des échecs inexpliqués d'implantation ou des fausses couches à répétition, ces patientes-là sont plus à risque de problèmes en grossesse plus tard. Donc, il y a plus de prééclampsie, il y a plus de petits poids de naissance pour les bébés, il y a plus de retard de croissance intra-utérin, il y a plus d'hypertension, il y a plus de diabète de grossesse. Est-ce que c'est à cause des médicaments ou c'est juste ces patientes-là sont prédisposées de par ce qui cause leur fausse couche ou leurs échecs d'implantation? On ne le sait pas. Mais tu sais, avec chaque médicament qu'on donne, on a une panoplie d'effets secondaires. Même avec la médication la plus sécuritaire, on peut avoir une patiente qui a eu un problème. Donc, tu sais, moi, j'ai eu justement avec l'hydroxychloroquine, le Plaquenil, j'ai eu une patiente qui a eu une réaction cutanée sévère. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est ça. Il faut vraiment cibler les bonnes patientes. Oui, puis il faut que les patientes sachent ce qu'implique le traitement. Il faut qu'ils connaissent les effets secondaires. Et puis, il faut qu'ils sachent que c'est des traitements qui n'ont pas encore nécessairement fait leurs preuves, comme l'aspirine, par exemple, ou comme le Tylenol.
Donc, c'est des traitements hors indication qu'on utilise parce qu'on pense que ça va aider. Donc, tu sais, c'est vraiment un volet de médecine qui est complètement différent de la cardiologie, par exemple. Quand on a plein d'études qui nous démontrent qu'une molécule X est très efficace pour Y. On n'a pas ça en immunofertilité. Puis, ça me ramène à un traitement que vous avez nommé au début parce que ça m'a fait penser, moi, je fais beaucoup de PRP, puis quand vous avez dit que quand vous faites une biopsie de l'endomètre, puis que quand ils disent que le système n'est pas assez actif, vous allez aller faire un curetage un peu pour... Ouais. Mais comment vous venez un peu, comment on pourrait dire, faire des petits bris au niveau, comme nous, quand on fait de la fenestration à l'aiguille, c'est un petit peu le même principe. Vous venez stimuler le système immunitaire, mais ça crée... Est-ce que ça fonctionne? C'est quoi les taux? Ça fonctionne très bien chez les patientes ciblées. Donc, encore une fois, si on prend 100 patientes qui ont de l'infertilité ou des échecs d'implantation, puis qu'on fait sans scratching, on va avoir peut-être 20 personnes qui vont tomber enceintes. Donc, on n'a pas plus d'efficacité avec le scratching que... Puis ça ne crée pas des cicatrices ou des... Non. Fait que dans le fond, parce que l'endomètre se régénère à chaque mois. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est on vient traumatiser le tissu. Donc, tu sais, si tu te coupes le doigt, ton doigt va devenir chaud, rouge, enflé, douloureux. Ça, c'est parce que le système immunitaire est recruté à cet endroit-là pour empêcher que les bactéries se rendent au sang. Donc, on recherche la même activation immunologique au niveau de l'endomètre. Fait que si le système immunitaire est insuffisant, ben on va le traumatiser, on va le recruter, on vient l'emmener au niveau de l'endomètre pour qu'il puisse stimuler l'implantation. Mais encore une fois, il faut bien cibler les patientes pour cette intervention-là. Mais c'est intéressant. Le principe est le même. Oui, puis on utilise en fait du PRP justement pour les patientes qui ont des endomètres minces, puis ça a l'air de bien fonctionner. Justement, il y a une étude en cours. Je ne sais pas si l'étude est complétée ou elle est encore en cours, mais à la clinique OVO, ils en ont quand même donné beaucoup, puis ça a l'air à bien fonctionner. Ils l'injectent au niveau de l'endomètre? Oui, ils font une injection intra-utérine de PRP. Donc, plusieurs PRP pendant que la patiente est en cycle de fécondation in vitro avant un transfert d'embryon. Ah, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ça fait que ça se fait en ce moment. Oui. On n'a pas encore les études, mais ça s'en vient. C'est en cours. Je pense qu'on a quelques ébauches d'études. Je ne suis pas à jour dans cette littérature-là, mais je sais que ça s'en vient. Fait que le principe, c'est ça, de mettre les plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance qui vont venir recruter le système immunitaire. On pense. Peut-être. Oui, exactement. OK, c'est intéressant. Ouais. On a parlé un petit peu, mais comment optimiser la trajectoire pour les couples? Parce que, comme je l'ai déjà nommé dans l'épisode, mais comment on peut faire pour faciliter, quand on voit, disons, en première ligne, le parcours d'un couple en fertilité, selon toi? Ouf! Ça, c'est une bonne question. Parce que là, en ce moment, les cliniques de fertilité ne suffisent pas à la demande. Il y a tellement de patients infertiles. Comment répondre à cette question-là? Premièrement, je pense optimiser l'hygiène de vie. Donc, faire du sport, bien manger, garder un indice de masse corporelle, un poids santé. Arrêter de fumer du cannabis, arrêter de fumer de la cigarette, restreindre la consommation d'alcool. Tout ça, c'est des choses que les patientes peuvent faire ou les couples peuvent faire en vue d'une éventuelle grossesse. Y a-t-il des vitamines ou des suppléments qu'on recommande? Il y a l'acide folique s'ils veulent procréer. L'acide folique, vitamine D, c'est pas mal les deux suppléments. Parce que dans l'alimentation, si on s'alimente bien puis si on mange varié, il y a énormément de nutriments. Donc, c'est très rare, à moins d'avoir un problème physiologique qui est une dénutrition ou qu'on manque d'un aliment en particulier ou d'une vitamine en particulier. Donc, ça va être très difficile d'aller chercher des suppléments de ce côté-là. Comment est-ce qu'on peut accompagner les patients? Donc, être sûr que les patients ont leur consulte pour aller vers la clinique de fertilité, mais c'est aussi faire de la sensibilisation en première ligne. Donc, tu sais, je pense que n'importe quel couple nouveau, n'importe quelle femme en âge adulte, on devrait parler de la fertilité. On devrait dire, ben, tu sais, pense à ta famille, pense à peut-être mettre des ovules de côté, faire de la préservation de la fertilité. Parce que là, on a l'option de mettre des ovules en banque. Donc, je sais pas, quelqu'un de 30 ans qui n'a pas encore rencontré son conjoint ou qui veut retarder ses plans bébés parce que elle veut optimiser sa carrière en premier, ben, elle a l'option de congeler ses ovules pour une utilisation future. La congélation, ça peut persister combien de temps? Gelé? Il n'y a pas de limite, là? Non. OK. Non, une fois que l'ovule est congelé, elle peut durer des dizaines d'années dans le congélateur. OK.
Ouais. Puis c'est une option, j'imagine, il faut payer pour cette option-là. Il faut payer, mais c'est une option. On a la technologie médicale pour permettre aux couples, aux femmes, de peut-être penser à une conception future plus tard. Donc, tu sais, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait sa résidence en médecine, qui veut pas tomber enceinte tout de suite, elle approche le 34 ans, elle se voit pas avoir des enfants avant l'âge de 40 ans, mais si elle s'essaye naturellement, c'est possible qu'elle fasse des fausses couches, qu'elle soit infertile, qu'elle ait de la moins bonne qualité de ses ovules, mais peut congeler ses ovules à 34 ans pour une utilisation future. Ou l'autre option, c'est de parler aux jeunes femmes pour leur dire, bien, prévoyez vos grossesses, pensez à la famille en premier. Tu sais, tout est réaliste si on a une bonne planification. Juste de sensibiliser les couples à ça, que la fertilité, à un moment donné, on a tous une horloge biologique. Et puis, il faut prendre ça en considération quand on planifie notre vie. Donc, je pense qu'en première ligne, ça, c'est très important. Mais côté optimisation de la trajectoire d'un couple en fertilité... Peut-être qu'on peut faire le premier bilan, déjà, oui. En première ligne. Tu sais, déjà, ça peut orienter puis éliminer certaines causes. Mais après ça, est-ce qu'il y a des options... c'est tout privé quand on va en clinique de fertilité ou la majorité sont publiques? La majorité sont publiques. Okay. Donc, en fait, pour... l'investigation de l'infertilité, l'investigation des fausses couches, ça, c'est pris en charge par la RAMQ. Mm-hmm. Une grosse partie des médicaments, des traitements sont pris en charge par la RAMQ. Mm-hmm. On a un cycle de fécondation in vitro remboursé par la RAMQ si on est éligible. Mais après ça, oui, il faut payer pour les cycles subséquents. On a, je pense, une clinique qui fait juste du hors RAMQ, une clinique de fertilité ici au Québec. Mais le reste des cliniques de fertilité, c'est public. Fait que les gens qui voudraient accélérer puis sont prêts à aller au privé, c'est plus rapide ou même pas nécessairement? C'est quand même des délais? Je sais pas. On n'en a pas tant que ça, c'est ça que je veux dire? On n'a pas tant quoi? Il y a juste une clinique privée qui fait... Je pense qu'il y en a juste une hors RAMQ au Québec, si je ne me trompe pas. Okay. Mais ça, c'est vraiment des meilleures questions à poser aux fertologues. Mais c'est juste, j'ai beaucoup de patientes souvent que je me demande parce qu'ils font leur processus dans un autre pays. Puis ils me demandent, OK, là, je dois prendre une écho à tel moment. Puis là, il faut regarder l'épaisseur de l'endomètre puis prescrire différents traitements parce que c'est quelque chose quand même parce qu'ils vivent ici, mais là, ils sont rendus à faire un traitement dans un autre pays. Puis là, oui, mais on fait du suivi satellite ici. Donc, les cliniques de fertilité vont assurer le suivi du cycle pour que la patiente puisse aller faire son transfert d'embryon dans un autre pays. Donc, tu sais, oui, ça se fait, mais il faut vraiment passer par la clinique de fertilité. Okay. Donc, la clinique de fertilité va prescrire les médicaments requis, va faire le monitorage de cycle, puis ensuite, la patiente prend l'avion pour aller transférer son embryon. OK. Ça se fait, oui. Aussi. Oui, mais il faut encore une fois être encadré par la clinique de fertilité. C'était ici, c'est ça. Puis ça, je ne sais pas si c'est couvert RAMQ, par exemple. Donc, tu sais, côté couverture, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert, je ne suis pas nécessairement la meilleure personne à qui parler, mais... OK. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais qu'on aborde aujourd'hui, qu'on n'a pas parlé, qui te passionne avec ton... Écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais. Mais merci beaucoup pour ton temps. Puis moi, j'ai personnellement appris beaucoup. Puis c'est quelque chose de, justement, de peu connu que j'avais envie de propager un petit peu, que les gens ils sachent que ça existe. Bien, merci de l'invitation. J'espère que le podcast vous a aidé à mieux comprendre le monde de la fertilité, puis aussi que ça arrive à beaucoup plus de couples qu'on le pense. Donc, 1 sur 6, c'est très fréquent. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est super important justement de l'adresser. Puis j'espère qu'aujourd'hui, ça vous a donné une meilleure idée si jamais vous allez devoir passer à travers le processus ou si vous êtes déjà dans le processus, de vous donner de l'espoir puis de voir qu'il y a différentes solutions puis que c'est important d'être bien informé de tout ce qui se passe en termes de fertilité, surtout si vous devez passer à travers un processus comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, à liker puis à vous abonner à ma chaîne.